La Russie est un pays riche, mais ses richesses sont très inégalement réparties. Pourquoi? Pourquoi en Russie, les riches s'enrichissent-ils toujours davantage alors que les pauvres restent pauvres? Ce film explore une méthode très particulière employée par certains Russes fortunés pour accroître leur richesse. Tout commence avec l'effondrement de l'Union soviétique. Sous le régime communiste, la libre entreprise est interdite. Ceux qui font des affaires malgré tout sont poursuivis en justice. La propriété privée n'existe pas, tout appartient à l'État. En 1991, tout change radicalement. L'éclatement de l'Union soviétique sonne le glas de l'économie planifiée communiste. Très vite, le pays est frappé par une pénurie de produits de première nécessité. Dans les magasins, les rayonnages restent vides. Contrainte au changement, la Russie adopte l'économie de marché sur le modèle occidental. Les biens de l'État sont privatisés à grande échelle. De la plus modeste exploitation jusqu'aux gigantesques conglomérats énergétiques, toutes les structures existantes sont transformées en entreprises privées. Les propriétaires font leur apparition. Cette métamorphose s'effectue de manière sauvage et incontrôlée. Mais comment un système juridique complet, que d'autres pays ont mis plusieurs années à développer, aurait-il pu apparaître du jour au lendemain? Tout à coup, il existe des gens qui possèdent des biens, et d'autres gens qui veulent les leur dérober. En Russie, pour s'approprier les biens d'autrui, certains font appel à des professionnels, des gangsters, appelés raiders. Les raiders sont des voleurs, des pillards parfaitement organisés, qui constituent de véritables commandos d'expropriation. Yevgeny Spiritsa a participé à l'organisation d'expropriation criminelle. Aujourd'hui, il a changé de camp et il gagne sa vie en aidant les entreprises à se défendre contre les raids financiers. Après quelques hésitations, il a accepté de nous expliquer le mode opératoire des raiders. Le phénomène du raiding est apparu à partir du moment où l'URSS s'est effondrée, avec le début des privatisations et la mise en place d'un cadre législatif. Certes incomplet, mais c'était une première en Russie. Favorisés par les faiblesses du système judiciaire, sont apparus les raiders noirs, c'est-à-dire des gens qui contournent les décisions d'un tribunal. Pas forcément à Moscou, mais en province, en soudoyant un juge pour, mettons, 30 à 50 000 $. À l'époque, c'était une somme énorme, beaucoup plus que le salaire moyen d'un juge. Il apposait un tampon, des gens pénétraient dans les locaux d'une entreprise en brandissant ce document, et le tout passait des mains d'un propriétaire aux mains d'un autre propriétaire. J'ai entendu parler de juges qui prenaient jusqu'à 30 000 $, avec une liste de desiderata. Et j'ai participé moi-même à ce genre de dérapage. Heureusement pour ces affaires anciennes, il y a prescription. L'avocat d'affaires Yuri Krupnov travaille pour plusieurs associations d'entrepreneurs russes. Il a été témoin de l'expropriation d'une grande entreprise qui a fait beaucoup de vagues dans l'opinion moscovite. Aujourd'hui, c'est l'usine Krasny Proletary, le prolétaire rouge, qui est la cible d'une prise illégale d'entreprise. C'est la plus grosse fabrique de machines-outils en Russie. Manque de bol, elle se trouve pratiquement au centre de Moscou, là où le prix du mètre carré est exorbitant. Voilà pourquoi elle est devenue la cible d'un raid criminel. La société Krasny Proletary figurait pourtant parmi les entreprises officiellement classées comme stratégiquement importantes par la Fédération de Russie.
cela n'a pas suffi à la sauver face aux raiders. Le collectif de l'usine a remis à son directeur permanent un paquet d'actions. Mais le détenteur de ces actions, Yuri Kirillov, a été tué à Chypre il y a 2 ans. Un meurtre précédé de torture. On s'est aperçu à ce moment-là que ces actions ne lui appartenaient plus. Il avait été obligé de signer des papiers après d'atroces souffrances. Il y a 18 mois, des hommes se prétendant les juristes de Kirillov ont débarqué. Ils ont dit « Nous possédons le paquet d'actions et exigeons que tous ceux qui pensent que l'usine est à eux quittent l'usine. » Peu de temps après, les anciens avocats de Kirillov ont présenté des documents précisant qu'ils étaient à présent les actionnaires majoritaires de l'entreprise. Les avocats ont exigé des ouvriers, c'est-à-dire des anciens propriétaires, qu'ils quittent l'usine. Des policiers arrivent et disent « Ce citoyen affirme qu'il est le propriétaire. » Ils exhibent un document qui en fait foi. Par conséquent, ce monsieur est sur son territoire et nous vous demandons de partir. Les gens s'étonnent. Nous sommes actionnaires depuis 10 ans. Nous travaillons ici. C'est notre directeur le propriétaire. On leur répond, ça, c'était avant. Ce document prouve que la situation a changé. C'est pourquoi vous devez obtempérer et obéir à la police. Sinon, il nous faudra recourir à la force. Иначе нам придется применять силовые методы. Dans la mesure où ils avaient un document prouvant que les actions leur appartenaient, ils ont réussi à déloger tout le monde. Et depuis, ils ont mis l'usine en vente. Et personne ne peut rien y redire. Imaginons un propriétaire, mais pas n'importe lequel. Un de ceux qui faisait partie de ce qu'on appelait les directeurs rouges, c'est-à-dire un directeur nommé à l'époque soviétique et devenu propriétaire. Un directeur rouge gérait des actifs. Que faisaient les raiders? Comprenant la psychologie conservatrice de ces directeurs âgés, habitués à siéger à la même place, ils s'emparaient de ces actifs grâce à un document émanant d'un tribunal de province, sous la protection de gardes du corps. Et si le directeur se payait une protection, les agences de sécurité se faisaient concurrence. Le plus fort pouvait supplanter le plus faible. Охранники могли выбить другой ЧОП, там кто сильнее. А потом уже стали приглашать, принимать участие, официально, обратите внимание, сотрудников правоохранительных. Ensuite, on fait appel à des membres très officiels, je le souligne, des services de police. Рейдеры поняли, что это очень хорошо. Они получили. Les raiders ont compris le parti qu'ils pouvaient en tirer. И теперь стали. Avec des documents offrant toutes les garanties, ils bénéficient de l'aide non pas des agences privées, mais des agents du MVD, le ministère de l'Intérieur. Сотрудников МВД. Этот директор, который уже Ce directeur, qui n'en est plus un, comme on atteste un jugement quelconque, détient donc illégalement telle entreprise. Он незаконно владеет этим зданием. Les raiders appellent la police à l'aide et récupèrent ce que soi-disant on leur prend. Это здание отбирают. И многие захваты проходили исключительно. De nombreuses saisies illégales se sont produites de cette manière. Которые не имели, ну, грубо говоря, права не. Et si en plus on donnait de l'argent, Как если бы les exigences devenaient tout à fait légales. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ces gens qui planifient les raids sur les entreprises sont très malins et sans scrupules. Ils constituent des structures de communication avec des juristes, des hommes de main et les intermédiaires qui règlent les problèmes avec les instances judiciaires, c'est-à-dire qui s'occupent des pots de vin, etc. Bien sûr, ils entretiennent des relations avec les cercles politiques du pouvoir, avec les services de police, avec les parlementaires, bref, avec ceux qui peuvent couvrir politiquement ou administrativement telle ou telle action des raiders. On commençait à passer de main en main des instituts, des usines, des bâtiments gouvernementaux qui n'avaient pas été privatisés. Et ils se revendaient. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et qui était le troisième propriétaire? Un homme respectueux des lois. Le schéma est simple. On saisit et on vend très vite. Plus vite c'est vendu, mieux ça vaut, en quelques jours. Le budget pour saisir l'usine de Prolétaire Rouge était de 5 millions de dollars. Pour les pots de vin, pour engager des gens qui gardent le territoire, qui peuvent y entrer, l'administrer, etc. On met une annonce sur Internet, très respectable, concernant la vente de cette usine pour 80 millions de dollars. Donc, même avec une remise, disons à 50 millions de dollars, le bénéfice sera de 45 millions. 5 millions pour une prise illégale et 45 millions de profit. Même l'action en justice déposée par un ancien vice-ministre n'a pas permis de sauver l'entreprise. Sur son ancien site, dont la valeur est estimée à 300 millions de dollars, un immeuble de bureau est en cours de construction. Les entreprises ne sont pas les seules victimes. Des citoyens anonymes peuvent être également la cible d'expropriation. Marina Ovchinikova vit à Moscou. Il y a 10 ans, elle est à la recherche d'un nouvel appartement. La municipalité lui en propose un à l'achat, dans un immeuble récent. Elle doit verser le prix de la vente directement à un investisseur. Marina accepte et devient même le syndic de sa copropriété. Peu après, elle se rend compte que l'acte de vente a été modifié et établi au nom d'une entreprise dont elle n'a jamais entendu parler. Et en plus, que cette entreprise a le droit de retirer purement et simplement les logements à leurs propriétaires. Quand je dis raiding, je ne parle pas seulement des appartements, c'est tout l'immeuble qui a été confisqué. Avec les gens qui y vivent ne savent même pas ce qui se passe réellement. Je connais quelqu'un qui vit dans un appartement qu'il a acheté, mais qui ne lui appartient plus. Le raiding, c'est une société criminelle organisée, pas un groupement de personnes, mais une association. Et cette association, c'est tout un système. Non seulement la police y participe, mais elle couvre tout ça. Tout le monde est dans le système. Même les policiers peuvent recevoir des appartements. Ils sont partie prenante. C'est ça la configuration du raiding. Sans la police, sans les magistrats, c'est même pas la peine d'y penser. Vous voyez ce tampon? Il ne sert à rien. Le parquet le sait. Les magistrats le savent. Tout le monde sait que ces documents sont falsifiés. J'arrive chez l'adjoint du ministre de l'Intérieur de la Russie. Je pose 2 documents et je dis... On nous a volé notre maison, on a volé un territoire d'État. Vous voyez ce tampon? Il est faux. Et qu'est-ce qu'on me répond? On me fait clairement savoir que j'irai en prison et que j'y crèverai. J'y croyais, moi, à la légalité, à la justice. Je croyais que l'ordre régnait dans notre pays. Je n'imaginais pas qu'un jour des gens défonceraient ma porte pour me saisir, me passer les menottes, me jeter dans une voiture et m'emmener sans espoir de retour à la maison de ma mère, auprès de mes enfants. J'ai investi de l'argent personnellement, 1 million de roubles. On m'a accusé d'en avoir volé 500 000.
9 ans de privation de liberté pour ça. Un camp à régime sévère, alors que j'ai 2 petits-enfants. Pas pour meurtre, ni pour pillage, non. Pour qu'en 9 ans, on puisse monter toute l'affaire sans que je dérange. Et à mon retour, au bout de 9 ans, si j'en revenais, dans quel état je serais? Finalement, j'ai passé 6 ans et demi dans les camps. Dans un premier camp, puis dans un deuxième, dans une prison, dans une autre. Regardez, ça fait 6 ans que j'essaie de démontrer que je n'ai commis aucun crime. Ce n'est qu'au bout de 5 ans qu'on a reconnu m'avoir traîné au tribunal sans preuve. Au bout de 5 ans, il s'est avéré que le juge d'instruction avait commis un crime contre moi, contre la société et contre l'État. J'ai subi un préjudice grave et qui va me dédommager? Personne. Après sa libération, Marina Ovchinnikova est élue conseillère d'arrondissement. Aujourd'hui, elle vient en aide à d'autres victimes. Je dois le rencontrer aujourd'hui. Hier, je lui ai envoyé un SMS parce qu'on m'a donné des documents stupéfiants concernant toute cette maison, les appartements, tout quoi. Привет. Здесь ремонт идет, так что... Стас, давай туда, Bientôt, on le délogera d'ici, comme on m'a chassé de mon appartement. C'est la même bande qui opère, qui nous dépouille. J'ai payé pour cet appartement. J'ai réglé la somme qui figurait sur le contrat et même un peu plus. On aurait dû me rendre la différence, mais je n'ai jamais rien reçu. Grâce à des documents falsifiés, ils ont fait passer en douce et donné mon titre de propriété à quelqu'un d'autre. Des enquêtes ont eu lieu pour savoir si oui ou non cet appartement était déclaré légalement en propriété privée, mais elles ont été étouffées. Résultat, on peut nous chasser d'ici d'un moment à l'autre. D'où viennent nos SDF? Il n'y a que ça à Moscou. Moi aussi, je suis passée par là. Depuis 10 ans, il n'y a jamais eu autant de SDF que maintenant. Et qui sont ces gens? J'ai discuté avec eux. Ce sont tous des victimes des raiders noirs. Voyez-vous, chez nous, confisquer un appartement, ça ne pose aucun problème. Je vais voir quelqu'un et je lui dis « Sors d'ici, tu m'entends? Ce n'est pas ton appartement. Sinon, je vais chercher la police et le procureur. » Значит, дальше вы обсуждали вопрос того, что кому-то, ты кого-то привел, кому он дал миллион, и ты обещал пойти. Alexander Dobrovinsky est avocat. Son cabinet moscovite, Dobrovinsky et Associés, est réputé pour protéger les propriétaires d'entreprises contre les attaques de raiders. J'ai rarement vu des gens plus intelligents que ça, dont le cerveau ne fonctionne que dans le but de dépouiller les autres de leurs biens. Ils sont très talentueux, des mathématiciens de haut niveau. Ils sont tous passés par les meilleures écoles et les meilleurs instituts du pays. Et ils ont créé des compagnies qui s'appellent par exemple Société de construction russe. Ces jeunes gens ont tout simplement du talent et parfois du génie. D'ailleurs, on se les arrache. Après avoir travaillé pendant 7 ans, ils ont amassé quelque chose comme 3 milliards.
Alors que quand ils ont commencé, ils devaient avoir tout au plus 20 000 $. Bill Bowring est professeur de droit au Birkbeck College de l'Université de Londres. Il exerce également en tant qu'avocat et expert judiciaire. Il est spécialisé en droit international, en droit de l'homme et en droit soviétique et russe. J'ai étudié très attentivement la situation en Russie et je peux affirmer que les droits de la propriété ne sont pas vraiment dans ce pays aujourd'hui. Pour obtenir l'ouverture d'une enquête criminelle par la police, il faut compter entre 20 000 et 50 000 $. Un raid dans les locaux d'une entreprise, où la police envahit les bureaux, confisque tous les ordinateurs et les archives, coûte environ 30 000 $. C'est très fréquent. Une décision de justice favorable peut coûter entre 10 000 et 200 000 $. Tout a un prix en Russie. Je vais parler de la structure d'absorption qui se présente comme suit. Au départ, on a un acheteur. Un acheteur qui s'intéresse aux actifs de telle ou telle usine de la région, par exemple. Il lorgne donc sur cette usine qu'il veut engloutir. Dans la structure, il doit y avoir un organisme juridique bien défini, car ce sont les juristes qui effectuent les détournements. Ils doivent bénéficier de mesures de garantie liées à des tribunaux, au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la police, et à des agences de sécurité privées. Et grâce à tout ce petit monde, on pourra investir le territoire de cette usine. Naturellement, pour garantir tout cela, il doit y avoir un département financier, puisque chaque personne dans le système recevra une garantie financière, sans compter un bonus au moment du changement de propriétaire. C'est à ce genre de transaction, par exemple, que j'ai moi-même pris part. La chaîne de restaurants Khatchapuri possédait 5 établissements et générait un chiffre d'affaires total d'1 million de dollars par mois. La succursale la plus importante se trouvait au centre de Moscou. Aujourd'hui, elle n'existe plus. J'ai commencé ce business il y a très longtemps. C'était en 1989, ça fait presque 25 ans. D'abord, j'ai fait la plonge, puis j'ai été serveuse. J'ai travaillé au bar. Je suis devenue manager et directrice. J'ai connu quelques succès et acquis de l'expérience. En 2008, je rencontre un ami qui me dit « Tania, tu es une professionnelle très demandée sur le marché, tu devrais te mettre à ton compte. » Nous en avons ri, mais l'idée avait germé. Nous avons loué des garages. De simples garages où personne ne faisait plus rien depuis des années. Murs abattus, toitures trouées, de l'eau stagnante, des trous à rats. Il a fallu faire de gros travaux. Dès le début, le café a marché du tonnerre. À midi, il y avait la queue jusqu'au pont là-bas. 40 personnes. Et un jour se présente un certain Vitali Artyukov, soi-disant le patron de l'entreprise de location. Je ne comprenais pas à qui j'avais affaire. Les gens avec qui j'avais signé le compromis de vente avaient disparu. D'autres sont venus ensuite. Nous avons compris que c'était une attaque de sang-froid, dont le but était de nous faire signer des papiers qui nous étaient très défavorables. Or, nous avions assuré nos arrières. Notre contrat de location était enregistré en bonne et due forme au cadastre jusqu'en 2019. On nous proposait de revoir notre contrat, mais les conditions nous étaient commercialement défavorables. Et de plus, le propriétaire se montrait agressif. Il nous a coupé l'électricité, l'eau et le chauffage. Par moins 30, je vous laisse imaginer. On nous a cassé les tuyaux, on nous a piqué du matériel. Nos clients étaient transis.
et nous n'en menions pas large. Artyoukov a convoqué Maxime, notre directeur, dans son cabinet de travail où il a 2 téléphones reliés directement au Kremlin. Et là, en présence de 2 membres du parquet, il a commencé à menacer Maxime. Il a dit « J'ai un pistolet, je vais te tuer ». Maxime est un gars solide et sûr de lui. Il l'a écouté, puis lui a demandé « Est-ce que j'ai une chance de rester libre et en vie après cette rencontre ?» L'autre lui a répondu « Oui, signe le contrat avec le nouveau prix et tu vivras ». Dans ces conditions, il avait encore moins envie de le signer, ce contrat, parce que c'était l'escalade assurée. L'homme d'affaires allemand Gideon Weinbaum a investi dans les restaurants de Tatiana Melinkova. Ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes depuis que je travaille en Russie, et ce n'est sans doute pas la dernière. Mais dans la Russie de 2013, je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait encore arriver. Il y a 20 ans, ce genre de problème était fréquent, mais de nos jours, au centre de Moscou, sur le boulevard Sadovoï Koltso, je ne m'attendais vraiment pas à avoir affaire à des raideurs. Je croyais que cette époque était révolue. Maxime m'appelle et me dit « Notre café est saisi ». Un ingénieur avec ses ouvriers a attaqué la fenêtre de la cuisine au chalumeau. Ils ont forcé le passage. Quelques dizaines de types cagoulés ont fait irruption dans le local. Ils ont blessé à la tête un de nos gardiens. Il y avait du sang partout. Ils ont fait sortir les autres et ils ont occupé le café. Pendant 3 semaines, nous avons couru partout sans résultat. Au tribunal, à la police, à la cellule de lutte contre le vol. On enregistrait nos plaintes, mais il ne se passait rien ensuite. Vitaly Artyoukov a commencé à raser notre commerce tout en nous demandant d'apporter tel ou tel papier en vue de négociations. Nous préparions les papiers avec un peu d'espoir. Et pendant ce temps, notre local était démoli à la pelleteuse, avec tout notre matériel à l'intérieur. J'ai commencé à travailler dans des restaurants dans les années 90. Il y avait du racket. Je me rappelle que des types armés venaient, me ceinturaient et criaient au patron « Donne ton fric ou on l'a fait cramer sur la plaque ». Mais c'était en 1990. C'était l'époque qui voulait ça. On le prenait naturellement. C'était il y a longtemps. J'avais l'impression que tous les types en question étaient morts et enterrés, ou alors qu'ils s'étaient racheté une conduite. Or, il s'avère qu'il n'en est rien. Nous avons investi beaucoup d'argent. Je crois que mon associé, Tatiana, vous a raconté ça en détail. Nous avons investi et nous avons commencé à travailler.
Aujourd'hui, notre investissement est perdu et nos employés ont perdu leur travail. Mais le pire, à mes yeux, c'est le peu d'intérêt que les autorités officielles, y compris le parquet, portent à toute cette affaire. J'ai même écrit une lettre au président dans laquelle je disais « Nous nous sommes adressés au parquet, personne ne réagit, que devons-nous faire ?» On m'a répondu « Adressez-vous au parquet ». En clair, ça n'intéresse personne. Si la Russie veut continuer à se développer, elle doit se doter de tribunaux indépendants et de lois qui s'appliquent à tout le monde. Sinon, malheureusement, les choses ne changeront pas. En Russie, rien ne se passe sans un but intéressé. C'est un pays jeune, en quelque sorte. On veut quelque chose, on se sert. Les gens ne sont pas des businessmen. Ils ne savent pas faire deux choses en même temps. Par exemple, construire un mur de défense pour le business qu'on vient d'acquérir. En Occident, tu achètes une affaire et tu pars te reposer. Ici, tu achètes une affaire et tu dois construire une forteresse, monter des canons, faire le guet, etc. Le tout accompagné de maux de tête. Mais si tu bâtis une forteresse correcte, si tu disposes de canons, si tu apprends à tes hommes à se défendre, à se nourrir, à pomper du pétrole ou extraire du charbon, alors tu peux t'enrichir pas mal. Si tu as bâti des murs avec des trous, tôt ou tard, tu te feras dépouiller. J'aimerais savoir s'il existe un moyen de se protéger contre les vols des raiders. Oui. Vous êtes assis en face. Cet immeuble au centre de Moscou a été construit à la fin des années 60 par l'Association des artistes de Moscou. Les artistes moscovites les plus renommés s'y sont installés. Leurs ateliers et leurs galeries se trouvaient au 9e étage. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'une équipe de raiders se présente, munie d'un arrêt judiciaire, et demande aux habitants d'évacuer les lieux. Tout ça, ce sont des ateliers. Un balcon, un atelier. Il n'y a que des peintres ici. On a tenté de nous arracher à cette activité que nous aimons. Un papier m'a informé que mon atelier était vendu et que je devais vider les lieux. Au début, je n'y ai pas cru. Je pensais que c'était une erreur. Les raiders sont arrivés aussitôt avec des gros bras qui ont scié la porte. Tous les peintres ont reçu le même genre d'avis. La décision était prise et applicable sur le champ. Ils ont essayé de s'emparer de nos locaux. Ils nous ont dit « reculez, reculez ». J'étais en train de finir un dessin, soudain on frappe à la porte. J'ouvre et 6 hommes font irruption en hurlant « Libérez le local ». Je leur dis « Comment ça ? J'ai un document qui prouve qu'il m'appartient. » Ils exhibent un papier et disent « Voilà le nouveau titre de propriété, fichez le camp. » Or, je savais qu'en aucun cas, je ne devais sortir de chez moi.
Il fallait rester. Il ne pouvait pas m'emmurer parce que c'était une atteinte à la vie d'autrui. Je reste donc assis devant ma table et j'avale des comprimés, soi-disant pour le cœur. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais à ce moment-là, je ne riais pas du tout. Les voilà qui passent dans mon atelier par le balcon. Je les vois qui remplacent ma porte en bois par une porte métallique. Leur calcul était simple. On agit par surprise, on chasse les gens, on occupe les lieux, et après c'est trop tard. Le lendemain, il y avait un autre propriétaire. Tout est allé très vite. Toutes ces entreprises, avec un capital de base de 10 000 roubles, arrivaient à acheter des locaux dans le centre-ville sur la base de 10 000 roubles le mètre carré. Ce local fait 43 mètres carrés, et une grand-mère de Toula vient de l'acheter pour le revendre aussitôt. D'après la police, le juge d'instruction a soudain acheté une voiture toute neuve, et puis il est devenu très passif. Avant, il voulait nous aider, mais la voiture était toute neuve, alors... Une Audi. Et il ne s'est plus intéressé à nous. Да, то, что приходили, там угрожали, я помню, иду с 2 букетами, дочке и жене на 8 марта. Oui, ils venaient, ils menaçaient. Je me souviens, un 8 mars, je me rendais avec 2 bouquets chez ma femme et ma fille. 2 jeunes gars m'arrêtent à l'entrée et me disent « Tu devras arrêter toute l'affaire. Tu as une belle famille, une jolie femme, une jolie fille. Pense à elle. » Eh oui, ça se passait comme ça. J'en ai le cœur qui bat, tiens. Je boirais bien un petit coup. D'accord. Chacun d'entre nous a une victoire comme ça dans sa vie. C'est magnifique. Grâce à leur notoriété, les artistes sont parvenus à alerter rapidement l'opinion publique russe, mais aussi étrangère. Pourtant, les raisons de leur victoire juridique restent partiellement inexpliquées. Le dénouement d'un mano à mano avec des raiders est le plus souvent imprévisible. Mais les experts commencent à entrevoir certains schémas récurrents. Savez-vous quel est le mois le plus chargé? Nous engageons 200 personnes supplémentaires, ce qui fait 250 en tout. Vous devinez? C'est le mois d'août. Pourquoi? Parce que tout le monde part en vacances. Et alors, 2 sortes de gens toquent à notre cabinet. Les premiers, je les appelle les chacals, entre guillemets. Vous, vous dites raider, moi je dis chacal. En l'absence des propriétaires, de la police, des juges qui sont en congé, ceux qui sont incorruptibles ou trop chers, ce qui revient au même, en travaillant en août et début septembre, voire dès juin ou mai, ils peuvent mettre en place un système capable de rafler n'importe quelle cible. C'est le premier groupe. Le deuxième, ce sont les businessmen qui viennent et qui disent « Monsieur l'avocat, je m'en vais, faites en sorte que personne ne me dépouille. » En août, les autres se baignent et moi je travaille. Boris Berezovsky était un oligarque et un homme politique russe. Après avoir été proche de Poutine, il a rejoint le camp de ses opposants. Un revirement qui lui a valu d'être poursuivi par la justice russe. En l'an 2000, il s'est exilé en Angleterre, où il a vécu jusqu'à sa mort en 2013. En Russie, Boris Berezovsky a été condamné par contumace à 13 ans de réclusion. 1 an avant sa mort, il a donné une de ses rares interviews sur la situation en Russie. Les droits des propriétaires ne peuvent être défendus que par un système de droit, n'est-ce pas? Donc, leur principale garantie, c'est un système de droit dans un état de droit.
Or, nous savons que la Russie actuelle ne l'est pas vraiment. Elle n'en a que l'apparence, l'étiquette. En réalité, elle est sous le joug d'un pouvoir politique absolu qui contrôle toute la Russie. Il en découle que les droits de propriété ne sont pas du tout garantis en Russie. Mon estimation est la suivante. Si jusqu'en 2000, on a privatisé 70 à 80% des biens appartenant à l'État sous Poutine, la moitié a été redistribuée, c'est-à-dire expropriée. Je dis ça grosso modo, ce sont mes observations personnelles, n'y faites pas référence. Donc la moitié de ce qui a été privatisé sous Eltsine. Cela signifie qu'une énorme partie des propriétaires ont été dépossédés de leurs biens de manière illégale. Les raids se font partout en Russie. En 2008, quand je m'occupais de cette affaire, la Chambre de commerce russe, un organisme officiel, a publié un rapport qui faisait état de 8000 raids par an. 8000 raids par an, dans toute la Russie, de Vladivostok à Kaliningrad. Voilà la réalité. Chaque mètre carré fait désormais l'objet d'une guerre sans merci. Les raiders savent qu'en cas de succès, ils réaliseront un bénéfice pouvant aller jusqu'à 1000%. Face à ce genre de criminalité, la réaction de l'État reste incohérente et imprévisible. Des propriétaires de tous milieux sociaux sont concernés. En Russie, personne n'est à l'abri d'une expropriation illégale. Je ne suis pas seulement un observateur de ce processus. Je suis partie prenante dans le processus d'expropriation. Malheureusement, je ne suis pas le seul. Et cela a touché des centaines de milliers de propriétaires. Un jour, un lieutenant du FSB se pointe et dit « Cette boutique me plaît. Un de mes copains va venir, tu la mettras à son nom. » Et c'est comme ça, partout. Avec des logements, des maisons, des restaurants, même le petit commerce. Du coup, on observe de nos jours une émigration massive hors de Russie. Des millions de gens s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Ils ne sont plus protégés par rien. Yevgeny Tchitchvarkin fait partie de la génération de l'après-URSS. Né en 1974, il fait ses études et fonde la société de téléphonie mobile Evroset, qui le hisse au rang de milliardaire. Sa fortune ne provient pas de la privatisation de biens de l'ex-URSS. Mais depuis la fin de l'année 2008, Tchitchvarkin vit lui aussi en Angleterre. La Russie a déposé une demande d'extradition. Depuis, il craint pour sa vie. Voilà pourquoi notre première rencontre avec lui a lieu dans un parc, sous surveillance vidéo, comme dans un vrai polar. Nous avons créé une entreprise en 1997. C'est devenu une grosse boîte. Nous avions loué un petit bureau derrière la Douma et un petit rayon dans un magasin d'électronique en avril 1997. Nous sommes devenus une grosse entreprise en 3 ans et demi, à la fin de l'an 2000. Nous avions près de 5000 magasins dans 6 pays de l'ancien bloc de l'Est. L'entreprise avait beaucoup de succès et elle était si juteuse que tout a été mis en œuvre, y compris dans les hautes sphères de l'État, pour nous la confisquer. La première tentative d'expropriation d'Evroset a lieu en 2006. Plusieurs tentatives ont été faites. La plus marquante a été celle de 2006, quand on nous a volé 20 millions de Motorola.
À partir de 2005, les téléphones ont été importés sur commande spéciale faite par les douanes elles-mêmes. Seules quelques entreprises sélectionnées par les douanes pouvaient effectuer l'importation. Les autres achetaient les téléphones en interne, après une sélection par les douanes. C'était une combine pour arranger les copains. Et personne ne pouvait s'immiscer là-dedans. J'ai essayé une fois et je me suis fait taper sur les doigts. Le ministre du Développement économique s'en est mêlé. Et il a insisté pour que toutes les entreprises concluent des accords directs. Elles avaient peur de le faire, ne sachant pas ce qui se passerait. Evroset a été la première à dire « Oui, nous le ferons. Nous passerons des accords, nous transporterons le matériel et nous paierons. » Quelques semaines plus tard, des téléphones ont disparu. Sur tout le marché, il a été volé pour 70 millions de dollars de téléphones. Et tout a été revendu au noir. Le but de ces raiders était de nous priver de téléphones et de s'emparer de ce canal de distribution en Russie. Ils voulaient faire de l'argent sur notre dos. Nous nous sommes plaints à Poutine, Motorola s'est plaint auprès de Bush, et il y a un gros conflit avec des millions de téléphones dans la nature. Mais on nous a rendu 19 millions. 1 million a disparu. Le conflit a duré 6 mois. Suite à quoi, on nous a dit que tôt ou tard, il y aurait un retour de bâton. Parce que nous avions réduit leur combine crapuleuse de 90%. Monsieur Tchitchvarkin n'a pas fait fortune à la manière de messieurs Berezovsky, Abramovich ou Deripaska. Il ne s'est pas enrichi grâce à ses relations. Personne ne lui a fait de cadeau. Il a commencé avec un seul magasin et il a développé son entreprise. Voilà pourquoi il est très populaire en Russie. La plupart des Russes n'assimilent pas M. Tchitchvarkin aux autres oligarques. Mais quoi qu'il en soit, des policiers décidèrent de voler M. Tchitchvarkin. Ça, c'est la structure globale. Maintenant, imaginez que quelqu'un s'oppose au patron. Quelqu'un qui possède son réseau administratif et des actions dans l'entreprise. Quelqu'un qui a des relations parmi les juristes et les gens du ministère de l'Intérieur auxquels il s'est déjà adressé. En se servant de ce modèle, on peut agir non plus sur les actifs, mais sur la psychologie de la personne. Des schémas criminels peuvent apparaître. De quoi s'agit-il ? Eh bien, une personne peut connaître tout à coup des désagréments. Des gens peuvent tout à coup affirmer qu'elle leur doit de l'argent, une grosse quantité d'argent. Des documents falsifiés apparaissent soudain, des documents qui lui appartiendraient. Et alors, on peut faire jouer contre elle l'article 327 du Code pénal. Et la personne en question se retrouve, vous voyez où ? Et de plus, on l'a coincé par une voie légale. De tels modèles, il y en a beaucoup. Il y a eu une demande émanant de tout en haut. Ma personne déplaisait. Sous prétexte que je donne mon opinion et que j'expose les faits correctement. Mais là-haut, on considère que j'en fais trop. Un agent des services de sécurité est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait eu un coup de fil du FSB et on l'a chargé de me dire que si je ne tenais pas ma langue, je finirais en tôle.
J'ai fermé ma gueule. Parce que je ne voulais pas aller en prison. Je voulais continuer à travailler, à développer mon affaire. Il y a des règles du jeu en politique. Et il y a des règles du jeu en économie. Mais il y a aussi des règles non écrites dont il faut tenir compte dans la Fédération de Russie. Si on observe ces règles-là, tout va bien. C'est un jeu tordu. Mais s'il ne vous plaît pas, vous êtes libre d'aller faire du business dans un autre pays. En 2008, les raiders tentent une nouvelle fois de s'approprier l'entreprise de Tchitvarkine. Ils ont raconté que j'étais l'organisateur du rapt de l'expéditeur de l'entreprise en 2003. Or, en 2003, ma firme a sextuplé de volume. À la fin de l'année, nous avions un fonds de roulement d'1 milliard. Quel intérêt aurais-je eu à kidnapper un partenaire? D'abord, on a arrêté les chefs de l'agence de sécurité et on a exercé une très forte pression sur eux pour qu'ils me dénoncent. On m'a convoqué pour interrogatoire, on m'a menacé, fait des provocations afin que je prenne la fuite hors de Russie avant même la vente de mon entreprise. Ils ont fait pression par tous les moyens, obligeant les banques à ne plus me faire crédit. Mais ils ne touchaient ni au business, ni à son fonctionnement, car ils savaient que ceux qui mettraient la main dessus en auraient besoin. À midi, des dizaines de types sont entrés en courant. Ils ont débranché les ordinateurs, coupé tous les systèmes de paiement. Des dizaines, qu'est-ce que je dis? Des centaines de milliers de clients n'ont pas pu finaliser les paiements parce qu'ils ont arraché toutes les prises. Et du coup, les serveurs étaient out. Si c'est une affaire d'État, aucun avocat ne peut te venir en aide dès les premières heures. Dans une entreprise, quand la police fait irruption à 6 heures du matin, saisit tous les ordinateurs et toutes les archives, c'est terminé. Comment peut-on continuer à travailler? Ils n'en ont rien à foutre du manque à gagner. Ils n'en ont rien à foutre de rien. C'est une bande. Une vraie bande qui a le droit de posséder des armes, de vous mettre en prison, de vous traduire en jugement à son gré. Certains ont même, comme on le sait, un permis de tuer. Dans l'entreprise, 4 personnes ont passé un peu plus de 2 ans en prison. Des dizaines de personnes se rendaient à des interrogatoires comme on va au travail. Ma mère a été tuée l'année dernière dans des circonstances inexpliquées. La mère d'une de mes assistantes a aussi été tuée, dans des circonstances tout à fait inexplicables. On faisait pression pour qu'elle me dénonce. Et pour qu'elle se mette à leur service. Dans le cas de M. Tchitvarkine, l'affaire est allée trop loin pour qu'il puisse encore se défendre. Je suis certain qu'il a usé de son influence. Je sais qu'il est très proche du président Medvedev et de certains hauts fonctionnaires. Il a tenté de faire jouer ses relations, mais de toute évidence, il a échoué. En Russie, moyennant finance, on peut tuer ou jeter n'importe qui en prison, à l'exception sans doute de ceux qui sont tout en haut, en utilisant les organes de l'État. En utilisant la police et les tribunaux. N'importe qui. Le ministère de l'Intérieur est de fait la plus grosse association de malfaiteurs. Il n'y a pas un seul fonctionnaire du MVD qui ne soit pas corrompu, à part les stagiaires et les agents du plus bas échelon qui y travaillent depuis peu. Comme ils n'ont pas réussi à me faire partir, j'ai subi une sacrée pression. Au ton des conversations, à leurs actes, on devine s'ils ont ou non le droit de vous arrêter. Ils ont attendu 3 ans d'avoir ce droit. Et ils ne pouvaient pas cacher leur joie à l'idée de me mettre en prison.
Mais même en Russie, spolier un entrepreneur de sa société nécessite l'appui des autorités. Pour prendre le contrôle d'une entreprise, les raiders doivent acheter un fonctionnaire de haut rang, capable de couvrir l'opération de A jusqu'à Z. Il leur faut aussi un juge qui rendra des décisions en leur faveur, une unité de police, des agents du trésor public pour les contrôles fiscaux, un huissier pour la saisie des biens de l'entrepreneur et pour finir, un procureur. Car si l'entrepreneur se défend, il sera inculpé et envoyé en prison. Pendant qu'il purgera sa peine, sa fortune sera saisie et le plus souvent, elle disparaîtra purement et simplement. Yevgeny Tchitchvarkin s'est défendu et il s'est retrouvé mis en accusation. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de fuir en Angleterre. Le gouvernement britannique a rejeté la demande d'extradition de la Russie. L'entrepreneur est aujourd'hui installé à Londres où il a ouvert une boutique de vin fin. Je pourrais rentrer en Russie à condition que toutes les poursuites contre moi soient annulées, que plus personne n'ait rien à me reprocher, ni en Russie, ni dans aucun autre pays. Pourquoi ne rentrez-vous pas? Parce qu'ils peuvent tout réactiver à chaque instant. Les gens qui m'ont harcelé ont perdu leur poste, mais ils n'ont pas perdu leur pouvoir. Ils sont méchants et considèrent toujours que mon argent leur appartient. Étant donné que Poutine jouit d'une bonne santé et a beaucoup d'argent, je vais rester ici un long moment. À Londres, nous avons rendez-vous avec Elena Baturina, épouse de l'ancien et tout-puissant maire de Moscou. Jusqu'à récemment, la Baturina, comme on la surnomme avec respect, était la femme la plus riche de Russie. La valeur de sa société de construction était estimée à plusieurs milliards de dollars. Après plus d'1 an et demi de sollicitations obstinées, nous avons obtenu une interview. Вошли мы в этот бизнес в начале 2000-х годов. Nous avons démarré ce business dans les années 2000. Tout d'abord, nous nous sommes débarrassés des commandes émanant de la ville. Mon mari était le maire de Moscou et nous estimions que nous n'avions pas à travailler avec l'argent de la ville. C'est pourquoi nous avons grandi doucement. Il n'y a pas eu de gros pics d'activité, mais nous avons accumulé des actifs petit à petit. Nous avons d'abord construit un immeuble, puis quelques autres, jusqu'à bâtir des quartiers entiers. Lorsque la crise a éclaté en 2008, de nombreuses entreprises de construction étaient endettées et les banques d'État ont commencé à pomper ces entreprises. J'ai appelé le vice-président pour le prévenir que nous pourrions constituer une cible pour des raiders parce que nous n'avions pas de dette et un bon nombre de commandes fermes. Vous comprenez, même en temps de crise, notre chiffre d'affaires n'avait pas diminué. En 2008, nous avons réussi à sauvegarder notre indépendance. Aucune banque n'a réussi à nous engloutir. Mais l'esprit de revanche les poussait à continuer leurs attaques contre notre business. Dans certaines expropriations, le rôle des banques est déterminant. Le procédé est le suivant. Une banque accorde un crédit de développement à une entreprise. Puis elle dénonce ce crédit avant son terme et exige le remboursement immédiat du solde. Si l'entreprise ne peut pas payer, elle est prise au piège. Nous avions des documents qui nous donnaient des garanties en tant qu'actionnaire minoritaire. Et grâce à ça, nous avions la possibilité de bloquer les décisions importantes. Les projets ont capoté. On a annulé des décisions prises par les pouvoirs municipaux. Bref, on s'est retrouvé empêtré dans un bourbier politique. Menacée d'un procès-accusation, Elena Baturina s'est elle aussi réfugiée à Londres. On ne peut se fier qu'à soi-même. Quand tu es aux commandes, c'est toi qui décides. Je n'avais jamais planifié de quitter la Russie. Je me sentais bien au travail, tant qu'on m'en donnait du travail.
Aujourd'hui, Elena Baturina se bat pour son terrain, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars, et dont la propriété lui est contestée avec la connivence du gouvernement russe. En ce moment, le Premier ministre tente de me déposséder d'un immense terrain de 24 hectares au centre de Moscou, non loin du parc de la Victoire. Nous l'avions acheté de troisième main et ça n'avait rien à voir avec les privatisations. Au début des années 90, un décret secret de Helsinki est sorti. Ces terrains étaient réservés pour des ambassades. Nous ne contestons pas le principe puisqu'il ne change rien à la nature du terrain. Il était notre propriété et il l'est resté. Or, pour réaliser les projets des ambassades, le gouvernement doit payer la valeur de ces terres correspondant au marché. Le problème, c'est que cela représente plus d'1 milliard de dollars. Le gouvernement n'a pas envie de dépenser une telle somme. D'où l'invention d'une loi qui transfère ce bien d'une propriété privée à une propriété d'État. Et une décision est prise. Ce terrain doit nous être confisqué. C'est totalement illégal. Je crois que même les juges qui cautionnent ça s'en rendent compte. Mais que peuvent-ils faire sous la pression de personnalités puissantes? Ils obéissent. Nous n'avons d'espoir que devant le tribunal européen. Ce qui est en jeu dans ces affaires, c'est ce que les juristes appellent forum non-convenience. Forum non-convenience signifie que l'une des parties considère que dans le pays où l'affaire a été conclue, où le bien est situé, il est impossible d'avoir un procès équitable. Si l'affaire est vraiment importante aux yeux du gouvernement, il sera facile d'exercer des pressions sur le magistrat ou de s'assurer qu'il a bien compris les enjeux. Dans ce cas, il saura ce qu'il doit faire sans même exercer des pressions. Pour les expropriations de grande ampleur, les raiders veillent à acheter des fonctionnaires très haut placés, de préférence des collaborateurs du Kremlin à Moscou. Il leur faut aussi des responsables dans les services de police, de douane et du fisc, ainsi qu'une banque susceptible de réclamer le remboursement anticipé d'un prêt. Si la victime se défend, un procureur aura préparé un chef d'inculpation justifiant une mise en détention. Les entrepreneurs qui ont de la chance parviennent à fuir à l'étranger. Londres est leur point de chute privilégié, ce qui vaut à la capitale britannique le surnom de Londongrad. William Browder, directeur du fonds de placement Hermitage Capital, arrive en Russie au début des années 90, en pleine vague de privation. En peu de temps, ses investissements lui font gagner des millions. Hermitage Capital devient le 3e fonds d'investissement de Russie. Au plus fort de son activité, le volume d'investissement est de 4,5 milliards de dollars. Je suis arrivé en Russie en 1996 et j'ai créé mon fonds d'investissement. C'est devenu le premier fonds d'investissement en Russie. En 1998, je me suis lancé dans une grande bataille pour défendre les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous avons révélé les méthodes qu'employaient les oligarques pour piller nos entreprises. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, il s'est aussi attaqué aux oligarques. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина. Nous avions des priorités distinctes, mais qui se rejoignaient. Mon objectif était de mettre un terme au pillage des entreprises. Poutine voulait consolider son pouvoir face aux oligarques. L'affaire la plus célèbre, c'est celle de Gazprom. Gazprom est l'une des plus grandes entreprises mondiales. En 1999, l'action de Gazprom a chuté de 99,7% face à Exxon et à British Petroleum. Tout le monde savait que Gazprom faisait l'objet d'un pillage systématique. En 1999, mon équipe et moi-même, nous avons lancé une analyse du pillage de Gazprom. Nous sommes arrivés à la conclusion que des quantités de pétrole égales aux réserves du Koweït avaient été détournées de Gazprom par 9 individus qui siégeaient à la direction de l'entreprise. On comprend pourquoi le cours de l'action avait chuté et pourquoi il se maintenait à un niveau si dérisoire. Tout le monde était convaincu que l'entreprise était pillée de l'intérieur. Quand les gens ont vu ce type de Chicago, cet Américain qui ne parlait pas un mot de russe, investir dans Gazprom, tout le monde s'est dit « Bill Browder travaille pour Poutine ». Les gens pensaient que c'était une stratégie astucieuse de Poutine, qui se servait d'un étranger pour s'attaquer à ses ennemis. Pendant un certain nombre d'années, personne n'a osé s'en prendre à moi, parce qu'on se disait que si on m'attaquait, c'est le président du pays que l'on menaçait. À la fin de 2003, Poutine a gagné son combat contre les oligarques. Il a fait arrêter l'homme le plus riche de Russie, Mikhail Khodorkovsky. Quand tous les autres oligarques ont vu l'homme le plus riche de Russie derrière les barreaux, ils se sont dit « Je n'ai pas envie de me retrouver en tôle ». L'un après l'autre, ils sont allés voir Poutine pour lui dire « Que dois-je faire pour ne pas me retrouver en prison ?» Les oligarques qui étaient ses ennemis sont devenus ses partenaires. Quant à moi, je poursuivais ma campagne de dénonciation des malversations au sein des entreprises. Mais en fait, mes activités ne servaient plus le régime. Au contraire, mes révélations étaient embarrassantes et dangereuses pour le pouvoir politique. En novembre 2005, je suis retourné à Moscou, où j'avais vécu 10 ans, et où j'étais devenu le plus grand investisseur étranger du pays, avec 4,5 milliards de capitaux occidentaux. On m'a arrêté à l'aéroport. J'ai été détenu pendant 24 heures et ils m'ont expulsé en déclarant que j'étais une menace pour la sécurité nationale. Jamison Firestone, membre fondateur du cabinet Firestone Duncan à Moscou, a longtemps été avocat fiscaliste pour le compte de Hermitage Capital. J'ai exercé en Russie de 1999 à fin 2009. Mon cabinet existe toujours en Russie, mais je n'y retourne pas parce que je serais probablement arrêté et assassiné. Il y a toujours eu des groupes mafieux en Russie. Le problème aujourd'hui, c'est que la nouvelle mafia s'appelle le ministère de l'Intérieur et les forces de police. Il est facile de gagner de l'argent en Russie, mais très vite, les gens veulent vous le prendre avec l'aide de la police. Voilà le principal problème de la Russie aujourd'hui. Le 4 juin 2007, 18 mois après mon expulsion du pays, 25 policiers du ministère de l'Intérieur ont fait une descente dans mon entreprise à Moscou. Nous avions toujours un bureau là-bas, avec une secrétaire. Et plus de 25 policiers du ministère de l'Intérieur ont aussi mis à sac le bureau de mon cabinet d'avocats américain, Firestone Duncan. Le fonds Hermitage avait déposé tous ses titres et ses sceaux dans mon cabinet. Des officiers de police ont ouvert une enquête bidon sur l'une des entreprises d'Hermitage pour obtenir un mandat de perquisition de mon cabinet. Quand ils ont envahi le cabinet, ils ont saisi non seulement les documents d'Hermitage, mais ont aussi emporté tous les dossiers de toutes les entreprises qui étaient nos clients
et qui versaient des impôts importants. 3 mois après le raid, nous avons découvert que nous n'étions plus les propriétaires légaux de nos holdings d'investissement en Russie. Les actes de propriété, les sceaux et les tampons dérobés avaient été utilisés par la police et leurs complices mafieux pour nous déposséder et enregistrer nos entreprises au nom d'un criminel notoire, condamné et emprisonné pour meurtre. Il avait été libéré pour signer ces documents. La perquisition de mon cabinet n'avait qu'un seul but. La police voulait saisir ces documents pour les remettre à leurs complices. 20 policiers ont envahi mon cabinet. Ils ont frappé un de mes associés si violemment qu'il a été hospitalisé pendant 3 semaines. J'en étais malade. Je n'avais jamais été victime d'un réseau criminel de ce calibre. Je ne savais pas ce que je devais faire. Nous avons engagé un groupe d'avocats. 7 avocats de 4 cabinets différents ont mené une enquête. L'avocat principal était le juriste le plus talentueux que je connaisse en Russie, Sergei Magnitsky. Il travaillait pour le cabinet d'avocats américain Firestone Duncan. Nous avons chargé Sergei d'enquêter sur ce qui se passait, sur les raisons de ces vols et sur la suite possible des événements. Sergei est venu nous trouver après quelques semaines et nous a dit « Non seulement ces individus ont volé vos entreprises, mais les documents saisis par la police ont été utilisés pour rédiger un paquet de faux contrats antidatés pour prétendre que vos entreprises devaient $1 milliard à des entreprises fictives. » L'expropriation d'Hermitage Capital aboutira à une vaste escroquerie fiscale. Dans un premier temps, des contrôleurs fiscaux et une unité spéciale de la police perquisitionnent les bureaux d'Hermitage Capital et du cabinet Firestone Duncan. Ils saisissent les statuts et les sceaux officiels de 3 sociétés d'investissement chapeautées par Hermitage Capital. Puis les titres de propriété sont falsifiés. Les 3 sociétés changent de main. Elles fabriquent aussitôt une série de faux contrats en vertu desquels elles se retrouvent endettées à hauteur d'$1 milliard. La justice les condamne au paiement de cette dette. Sur la base de cette vraie fausse dette, les nouveaux propriétaires demandent alors au fisc le remboursement de $200 millions d'impôts. Cette somme leur sera versée dans un délai record de 24 heures. Tout ce qu'ils voulaient, c'était une décision de justice. Un document qui stipulait que ces entreprises devaient $973 millions. Avec ce document, ils pouvaient aller voir les agents du fisc et leur dire « Rendez-nous notre argent ». C'était impossible sans des complices dans les services du fisc. Si un inspecteur avait étudié attentivement toute l'affaire, il aurait compris tout de suite que c'était une escroquerie. Mais les agents du fisc étaient complices et ils ont remboursé ces sommes. Ils ont touché leur part. Et les malfaiteurs et les officiers de police ont aussi touché leur part. L'individu qui faisait fonction de dirigeant a touché sa part. Les avocats ont touché leur part. Tout le monde s'est servi. C'est une véritable organisation criminelle. On n'accorde pas une remise d'impôt de $230 millions en un jour sans l'aval du ministre du Budget ou du vice-ministre du Budget. C'est impossible. C'est une conspiration qui implique les plus hauts responsables du FSB. On ne peut pas faire intervenir l'ensemble des forces de police avec autant de zèle et d'énergie sans la complicité du FSB. Nous avons les noms de ces responsables. Il était inconcevable de mener une telle opération sans l'intervention du ministre de l'Intérieur ou du vice-ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'une conspiration d'État dans laquelle les plus hauts responsables volent leur pays. Les dirigeants sont parfaitement conscients de l'étendue de la corruption et du danger qu'elle représente pour la Russie. M. Medvedev a déclaré à plusieurs reprises que c'est l'un des plus grands fléaux de la Russie. Il ne cesse de dire qu'il va prendre des mesures. Mais la corruption a pris une telle ampleur qu'elle atteint le sommet de l'État, ce qui la rend très difficile à combattre. Sergei a découvert une organisation criminelle qui comprenait des policiers et des agents du fisc, associés pour détourner des centaines de millions de dollars du budget russe.
Il les a identifiés en pleine opération. Il l'a signalé à la police 3 semaines avant que l'argent ne soit détourné. De toute évidence, la police était dans le coup et n'a rien fait. Quand par la suite, il a protesté vigoureusement contre ce détournement, ils l'ont arrêté pour le faire taire. Ils ont commencé par le torturer pour qu'il retire son témoignage. Et comble du cynisme, ils voulaient le forcer à signer une confession où il avouerait avoir lui-même détourné ces 230 millions de dollars. Dans cette affaire, Sergueï a été arrêté pour fraude fiscale et incarcéré. Cela n'a aucun sens, parce que Sergueï n'était pas un cadre ou un collaborateur de Hermitage Capital, et qu'il n'existait aucune base légale pour l'arrêter. Mais la légalité ne compte pas face à une police corrompue en Russie. Je l'ai su au bout de quelques jours. C'est lui qui a demandé qu'on m'informe. Il était très honnête, avait des principes, peut-être un peu naïf. Il croyait qu'il existe des lois qui doivent être appliquées et qu'on peut obtenir qu'elles le soient. Il n'aurait pas pu continuer à vivre en se disant qu'il avait trahi. Ce n'était pas dans sa nature de dire du mal de soi ou des autres. Je ne l'imagine pas en train de faire ça. Dès son arrestation, nous avons engagé l'avocat le plus expérimenté pour le faire libérer. Sergueï avait été arrêté par les individus qui avaient détourné cet argent pour le faire taire. Les avocats étaient impuissants. J'ai demandé aux malfaiteurs de libérer leur otage. Ils m'ont répondu « On se contrefiche de ce que tu peux faire ». D'abord, il a été à la maison d'arrêt numéro 5, puis à la prison de Matroskaya Tichina, puis à la Boutirka, où il a pas mal souffert. On l'a changé une vingtaine de fois de cellules, soi-disant parce qu'il y avait des travaux à effectuer ou pour des raisons d'incompatibilité psychologique. Sergueï s'entendait bien avec tout le monde, sauf avec les agents des organes de sécurité. Ils l'ont d'abord mis dans une cellule où il n'y avait pas assez de lits pour les détenus. La lumière était allumée en permanence. Quand l'hiver est arrivé, ils l'ont mis dans une cellule qui n'était pas chauffée. Ils lui coupaient l'eau chaude, lui refusaient une douche. Il a fini par tomber malade. Il avait perdu 20 kilos. On lui a même refusé l'accès aux soins médicaux. On l'a placé dans des cellules glaciales, dans une saleté repoussante. Au cours de ces 358 jours de détention, Sergueï Magnitsky rédige 450 doléances. Elles témoignent de son sort derrière les barreaux. Sergueï était juriste. Chaque fois qu'il était victime d'abus, chaque fois que l'on violait ses droits, il le notait sous forme de plainte pour violation du code de justice pénale. Quand son avocat venait le voir, il lui remettait ses notes et l'avocat déposait plainte. Les autorités ignoraient ces plaintes, mais nous en avions à chaque fois une copie. Nous avions la liste détaillée de tous les sévices qu'ils lui ont infligés pendant son incarcération. Le procureur rejette une à une toutes les requêtes de Sergueï Magnitsky. В пятницу адвоката с ним не смогли встретиться, потому что им сказали, что со следователем он встречался. Le vendredi, les avocats n'ont pas pu le voir. Что ему стало плохо, и его увели в камеру. On leur a dit qu'il avait vu l'enquêteur, mais qu'il s'était senti mal et qu'on l'avait ramené en cellule. Mal ? Comment ça, mal ?
On téléphone à l'enquêteur. Il répond que c'est une affaire interne et qu'il ne peut pas nous renseigner. De quel droit refusait-il de dire ce qui se passe? Pendant 4 jours, nous n'avons pas su ce qui lui arrivait. Le 16 de ce mois, les avocats y sont allés, mais on leur a dit qu'il se sentait mal et ne pouvait pas sortir. Le 17, j'y suis allée avec un paquet à lui transmettre. Là, on m'a dit que Sergueï était parti. Où ça? À la Matroskaya Tichina. J'ai demandé si on l'avait emmené à l'hôpital, parce que c'était ce que nous essayions d'obtenir. On m'a dit qu'on n'en savait rien. Je suis partie pour l'autre prison. Je m'approche de la lucarne par où on transmet les colis et je demande s'il est là. Et la femme me dit par la lucarne qu'il a été amené la veille dans un état grave et à 9h du soir, il est décédé. Je n'y ai pas cru. J'ai dit, vous plaisantez. Et elle, mais non, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Je ne savais plus que faire. Il était 10h du matin. À 11h, un médecin devait me donner des explications. J'ai appelé l'avocat pour l'informer. Puis j'ai appelé sa femme. Mais je ne pouvais rien lui dire au téléphone. Je lui ai dit de tout laisser en plan et de venir. Mais on ne nous a pas laissé voir le médecin. On a juste confirmé à l'avocat que Sergueï était mort et qu'il avait été emmené à la morgue. Le plus terrible dans l'affaire Magnitsky, ce n'est pas que ça puisse arriver en Russie, mais que ça se produise au vu et au su de tout le monde. Tout le monde est au courant, mais on ne peut rien faire. On se dit, si seulement le président savait, si le Premier ministre était au courant, si les médias étaient informés. Tout le monde connaît les méfaits de ces individus, mais ils sont intouchables. La morgue est un endroit sombre et sinistre. Nous n'y avons invité que des parents proches. Sergueï était recouvert d'un drap. Sans savoir pourquoi, j'ai soulevé le drap et j'ai vu ses mains. Les phalanges de sa main gauche étaient brisées. Ses ongles étaient bleus. Ses mains étaient crispées en poings fermés. Bill Browder se bat pour que justice soit rendue à son avocat Sergueï Magnitsky. Il obtient du Congrès américain l'adoption d'une loi appelée Magnitsky Act, qui interdit de séjour aux États-Unis plusieurs citoyens russes impliqués dans la mort de Magnitsky. 60 personnes sont nommément désignées, des policiers, des juges, des agents des services secrets, des contrôleurs fiscaux, des employés du parquet et de l'administration pénitentiaire. Même après la mort de Sergueï Magnitsky, la justice ne relâche son emprise ni sur lui, ni sur sa famille. L'avocat est condamné à titre posthume pour fraude fiscale. Au printemps 2013, Bill Browder est jugé à son tour et condamné par contumace à 9 ans de prison.
Toutes les demandes de suspension de poursuites déposées par la famille Magnitsky ont été rejetées. In its annual index of perceptions of corruption, Transparency International ranked Russia 154th out of 178 countries. The World Bank considers 122 countries to be better places to do business than Russia. Je ne pense pas que le régime russe enverra des tueurs à mes trousses. Mais il y a des individus dans l'appareil d'État qui agissent pour leur propre compte. Ce sont des individus très dangereux. Et je ne suis pas assez naïf pour me croire en sécurité à Londres ou ailleurs tant que ces hommes ne sont pas en prison. Aujourd'hui, la Russie a dérivé si loin dans l'illégalité que je ne me sentirais pas en sécurité sous le régime actuel. Les Russes seraient très heureux de m'arrêter, de m'incarcérer, de me torturer et de m'assassiner, comme ils l'ont fait pour Sergueï Magnitsky. Bien sûr que j'ai tout le temps peur. Peur pour moi et pour ma famille. Vraiment. Tout le monde autour de nous a peur de Poutine. Tout le pays a peur de lui et moi, j'ai peur de lui. Pourquoi est-il si terrible? Il est intelligent. Il a une excellente mémoire. Il a une forme d'esprit analytique et des qualités de chef indiscutables. Un solide sens de l'humour. Aucune mauvaise habitude. Il sait manier la langue populaire. En Occident, cela peut avoir un aspect négatif. Mais pour nos gars d'ici, qui ont grandi dans la rue, c'est clair. C'est un leader né, le chef de la meute, comme le définit Wikileaks. En Russie, les gens qu'on respecte, on les appelle papa. Mais il n'y a pas de liberté. On a troqué la liberté contre un morceau de viande. Il est plus petit qu'avant, mais il permet de ne pas crever de faim et nous empêche de dresser des barricades. Thank you.